Bien, pour ne pas prendre du temps sur nos conférenciers qui sont venus de loin et leur donner le temps auquel ils ont droit, et surtout pour vous, pour les écouter, on va commencer. Je sais que les gens arrivent tranquillement de la Suisse et d'ailleurs. Donc l'Observatoire éthique et santé humanitaire est extrêmement heureux aujourd'hui de vous accueillir ici à Neuchâtel et surtout d'avoir fait cet petit exploit de réunir ces conférenciers et surtout sur ce thème. Et puis surtout, on n'aurait pas pu le faire sans l'aide de la ville de Neuchâtel et de l'université qui nous a donné un sacré coup de main. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Madame Nicole Bord, qui est la présidente de ce qu'on appelle la commune de Neuchâtel, donc de la ville de Neuchâtel, qui s'est agrandie il n'y a pas très très longtemps, et qui, elle-même, je l'ai rencontrée en 91 ou 90 à Jérusalem, moi étant pour le Croissant Rouge palestinien et Nicole pour le CICR. Donc ça fait longtemps, mais Nicole, je te passe la parole et te remercie d'être venue. Merci Nago, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je me réjouis de vous accueillir ce matin sur le territoire de la ville de Neuchâtel, nouvellement agrandie, comme ça a été dit, et au sein de notre université, je dis notre université, j'espère que ça vexera personne, parce que c'est un peu l'université de la ville aussi, même si c'est une université cantonale, évidemment. Donc ce thème aussi passionnant que questionnant, je trouve, le thème que vous allez aborder aujourd'hui. Et cette question m'habite depuis très longtemps. J'ai travaillé, comme ça a été dit, dans l'humanitaire sous la bannière du CICR, dans une autre vie. Et puis j'avais, comme l'a dit très justement Nago, rencontré Nago à l'American Colony de Jérusalem, voilà, durant la première, en fait, intifada. J'ai été également journaliste, donc observatrice de la Marche du Monde, et j'ai toujours voulu un peu changer ce monde. Une question me taraude pourtant depuis tout ce temps. Elle me vient de mes études de sciences politiques à l'université de Lausanne. Si j'avais parfois de la peine à suivre les méandres de la pensée de mon professeur de sciences politiques, il m'a transmis une question fondamentale un jour au détour d'un cours où sans doute je m'ennuyais un peu. Il a dit, j'essaie de résumer sa pensée, j'espère que comme il n'est plus de ce monde, j'espère qu'il ne se sentira pas trahi là-haut s'il me voit. Il a donc dit, il y a deux manières d'appréhender le monde. Soit on estime que les êtres humains ont les mêmes besoins, les mêmes droits partout sur la planète, qu'ils et elles aspirent à la démocratie, tous et toutes, au respect de l'individu, à la prévalence de l'individu sur le groupe et au respect des droits humains. Avec l'idée valeur suprême selon laquelle on respecte autrui et on ne lui fait pas subir ce qu'on ne souhaiterait pas subir soi-même. Et dans ce cas, on aurait le droit d'intervenir pour établir cette société que l'on estime idéale. Donc, poussé à l'extrême, on parviendrait presque à justifier le colonialisme, à se sentir détenteur de la vérité. Ou alors, on estime, au contraire, que chaque culture, chaque groupe est respectable, qu'il a ses propres règles et que nous ne devons pas intervenir, que nous n'en avons pas le droit. On en arriverait, dans ce cas, à justifier, au nom de ce respect de l'autre, ses valeurs, même si elles sont la négation des nôtres. Et poussée à l'extrême, cette posture mènerait à tolérer l'excision des petites filles, par exemple, l'exclusion de certaines catégories, au hasard les femmes, l'exclusion donc de certains droits comme les droits politiques, la liberté individuelle, le droit à disposer de son corps, et pour les femmes, ça nous rappelle des choses pas très lointaines et toujours bien d'actualité dans certaines parties du monde. Cette discussion rappelle celle du communautarisme en France ou celle dans un autre registre de l'appropriation culturelle. On en parlait tout à l'heure avant de rejoindre l'hémicycle. Eh bien, ce n'est pas si simple. Je n'ai évidemment pas d'opinion tranchée sur la question, parce que je ne crois pas qu'on peut en avoir une. Et c'est tout le débat sur la tolérance et la non-violence. Peut-on tolérer l'intolérance, l'intolérable? Agit-on en colonisateur lorsque l'on parle de droit international humanitaire, comme on le fait au sein du Comité international de la Croix-Rouge, lorsque l'on considère par exemple qu'un soldat des armées est avant tout un être humain et qu'il ne doit ni être torturé ni disparaître? J'appartiens, comme d'autres ici, à une génération qui a perdu beaucoup de ses illusions, mais je crois encore qu'il y a des valeurs intangibles que l'on doit inscrire dans des règles de droit, telles que la liberté individuelle, le droit à une existence individuelle, le droit au respect de son corps et l'égalité devant la loi. Ensuite,
il faut arbitrer avec des règles communes, et ces règles communes, je ne vois pas comment les appliquer autrement ou les ériger autrement que par un système démocratique. C'est ma conviction profonde. Je vous laisse avec mes questions, avec ces réflexions ce matin. Je ne resterai malheureusement qu'un bref moment avec vous, mais je vous souhaite une excellente journée et au vu du programme qui vous attend, je suis sûre que les discussions vont être extrêmement enrichissantes. Merci. Merci Madame la Présidente. Donc c'est moi qui dois ouvrir les débats sur ce thème. Avec déjà hier soir, on avait des discussions autour de la table avec Ronnie Broman, Pierre Micheletti et Francis Akindes, que vous aurez l'occasion d'entendre, sur le mot même décoloniser. Donc on est déjà parti assez loin sur la base même de cette journée. Désoccidentaliser, décoloniser, tout ça, je pense que mes collègues auront l'occasion d'y revenir. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas tous d'accord. Le but et l'objectif de l'observatoire, effectivement, un des objectifs, c'est de mettre en contact et en relation ce qu'on appelle les praticiens de l'humanitaire. J'aime pas beaucoup ce mot-là, mais enfin, non. Ceux qui se disent humanitaires, ceux qui font de l'humanitaire. On aura l'occasion peut-être même de reparler du mot humanitaire, qui pour moi, l'humanitaire n'existe pas. Il existe des hommes et des femmes qui ont une certaine expertise et qui la partagent dans des moments de leur vie. Alors aujourd'hui, c'est moi qui ouvre les feux et je vais essayer tranquillement de faire un petit... Oh, c'est bien parti. Me priez de ne pas rigoler, s'il vous plaît, parce que... Alors oui, ma question, je pars de loin, hein, je pars de très très loin, puisque je pars de Solferino. Alors effectivement, quand on essaie de revoir un peu, c'est quoi les développements, l'humanitaire, les missions et tout ça, ça part un peu de là. Et ce qui était très intéressant pour moi, c'est de voir que la première chose qu'on a fait, c'est de soigner des blessés. On va voir combien ça peut revenir après dans mon exposé. Donc, le premier secours n'était pas finalement vers les pauvres, les malades ou comme ça, mais cette idée même de voir souffrir des gens qui se battaient, s'entretuaient, a donné naissance à cette grande institution qui est la Croix-Rouge et qui n'est pas le CICR. Attention, les gens mélangent beaucoup ces choses-là. Et puis... Quand j'ai fait, je pense que je vais pas convaincre beaucoup de gens, puis beaucoup de gens savent ces choses-là. Mais quand on parle des sociétés nationales de Croix-Rouge, c'est aussi intéressant de voir que elles ne sont jamais neutres, parce que je vais beaucoup parler de politique dans mon exposé, parce que malheureusement, on met souvent l'humanitaire à la place du politique et à sa place. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas si longtemps encore, les Croix-Rouges nationales sont toujours très liées aux régimes nationaux. Et donc parfois, il faut même s'en méfier. Mon expérience au Chiapas, par exemple, à l'époque, où la Croix-Rouge mexicaine voulait obliger toute l'aide internationale à passer par elle, ce qui peut être intéressant comme une réappropriation de l'aide, ça, on peut être d'accord. Mais par contre, là, c'était pour la contrôler et surtout pour qu'elle n'aille pas au Chiapas, vers les communautés autochtones avec lesquelles nous travaillions, nous, avec Médecins du Monde à l'époque. Et puis j'ai commencé mon aventure, pas ma carrière, parce qu'on ne fait pas carrière dans l'humanitaire, mais mon aventure avec le Croissant Rouge palestinien, dont le patron s'appelait Fatih Arafat. C'est, disons, on peut dire qu'il y avait une certaine accointance avec une cause. Mais, et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, pour les Suisses qui sont dans la salle, les présidents de Croix-Rouge étaient en général des colonels divisionnaires à la retraite, des commandants de corps, comme étaient là, et c'est pas si vieux que ça, donc il y a ce lien beaucoup entre l'armée et la Croix-Rouge. Et puis, quand on parle de l'ONU, par exemple, j'ai fait l'expérience, j'ai travaillé pour l'OMS, là, c'est extrêmement politique, puisque les budgets, c'est toujours ça, attention,
Qui sont les bailleurs, et ne dis pas ça parce que les bailleurs et tout ça. Et mon expérience effectivement de l'OMS en Palestine était très très significative, puisque rien ne bougeait à Genève sur le projet que nous avions, parce qu'il y avait des États qui étaient contre le fait que l'OMS fasse des projets dans les territoires occupés. Donc c'est une chose. Et puis on passera ensuite. Je continue parce que sinon. Et surtout. Qu'est-ce qui s'est passé au départ de cet humanitaire non Croix-Rouge, non gouvernemental aussi choisit ses cibles, choisit les gens qui veulent aider. Et je me rappelle que USAID, aussi pour revenir sur le Mexique, refusait d'investir dans les territoires où il y avait des communautés chiapanaises. Et la Suisse avait par exemple des pays privilégiés à l'époque, le Rwanda, le Burundi. Et puis surtout, l'image, pour moi, c'est ça qui est important, parce qu'on va beaucoup parler de l'image aussi aujourd'hui, eh bien, c'est les missions religieuses. C'était quand même par là que ce qu'on appelait les missionnaires, et cette image que j'ai reprise était une image symbolique, plus que de mon enfance, au-delà du fait que quand j'étais à l'école du dimanche, ici à Neuchâtel, et l'école du dimanche, c'était à l'église protestante, on allait le dimanche matin, et il y avait c'est affreux, hein, mais je m'excuse, mais il y avait un petit noir dans lequel on mettait un petit sou, puis le petit noir, il faisait comme ça pour nous remercier, c'était l'argent des missions. Là, on est plus dans la décolonisation, on est dans le mépris total et dans le racisme. Mais c'était ça l'image qu'on avait. Et puis, après le tsunami, on a fait une émission de télévision à Radio-Canada, moi à Montréal, Ronnie à Paris, où on avait un peu critiqué ce qui s'était passé dans ce bordel, excusez-moi, déshumanitaire lors du tsunami. Et il y avait une petite jeune fille qui était là, qui était partie sac à dos parce qu'elle voulait aider, qui avait 20 ans, puis qu'ils interviewaient en même temps que nous deux. Et on n'avait pas été très tendre avec cette jeune fille en disant on reconnaît tout le cœur que vous avez, toute l'envie, tout ce côté compassionnel que vous avez eu face à cette catastrophe, mais vous n'avez servi à rien, et au contraire, vous avez peut-être été un poids pour des gens. Bon, Ronnie l'a rien reçu, mais moi j'ai reçu à Montréal des monceaux d'insultes de toutes parts, et tout ça, et ma conjointe qui est québécoise m'a dit, mais t'as simplement rien compris, ici au Québec, tout ce qui est aide humanitaire est encore très relié à l'aspect de nos missionnaires, de nos pères blancs de l'époque du Québec très catholique, et ça, on ne critique pas. On ne critique pas le bien. On ne critique pas ceux qui font le bien. Et ça, pour moi, c'était une révélation de montrer combien cette aide, dite humanitaire, coopération de développement, tout ce que vous voulez, est liée dans certains pays encore à l'aspect religieux. Et puis, je vais passer à ça, parce que pour moi, je voulais juste un petit peu en parler, parce qu'il y a je ne sais pas si c'est vraiment ce moment-là que tout a balancé, mais enfin, en tout cas, la guerre du Biafra a été un tournant pour ce qui est devenu ce qu'on appelle les ONG. La guerre du Biafra, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'était donc une guerre sécessionniste dans un grand pays qui s'appelle le Nigeria. C'est une province du Biafra. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça reprend quasiment les mêmes ingrédients qu'on va retrouver dans plein de conflits plus tard et qu'on trouve encore maintenant, c'est-à-dire un problème sur des ressources naturelles. Le pétrole était dans la province, pas dans la province, dans le pays du Nigeria et pas dans le Biafra. Un volet ethnique, excusez-moi, j'ai dit une connerie. Et les ressources se trouvaient dans la province du Biafra, justement, c'était ça l'enjeu aussi, et c'était également le cinquième de la richesse pétrolifère du Nigeria qui se trouvait dans cette province. Voilà, donc c'est d'où l'intérêt pour cette. Un volet ethnique, c'était des Ibo d'un côté au Biafra, chrétiens et animistes contre, on va dire de l'autre côté, des musulmans. Une famine provoquée par le gouvernement. Et puis pour en mettre un peu plus, il y avait les grandes puissances qui se sont mêlées de ça. Donc d'un côté, les Royaumes-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne du côté du Nigeria, la France du côté du Biafra. On n'a jamais compris pourquoi. On m'a dit que
si les Anglais étaient d'un côté, De Gaulle était de toute façon de l'autre côté. C'est ce qu'on m'a expliqué à peu près. C'est à peu près de ça. Et puis, surtout, l'utilisation, premièrement, des milices privées, ce qui était rarement à l'époque, les violations des conventions de Genève, l'utilisation de notions d'identité, la dimension religieuse, les hydrocarbures. Et puis, si j'en parle, c'est que, là je viens de le dire, si j'en parle, c'est que c'est intéressant aussi, la Croix-Rouge française, qui était dirigée par un médecin général ou un général médecin, on ne sait pas comment on le dit, a envoyé une équipe là-bas, depuis le Gabon, depuis Libreville. C'était l'attaché militaire d'ambassade, d'ailleurs, qui organisait ça. Je montais le lien avec l'armée. Et puis, dans cet avion, il y avait des médicaments, des secours, quelques armes, quelques munitions et Bernard Kouchner. Alors, ce qui a commencé le problème est que les autres l'ont su. Ça a provoqué... le Nigeria a entendu que les avions de la Croix-Rouge française avaient des armes dedans, et donc ils ont tiré sur des avions à Croix-Rouge. Et il y a un avion du CICR qui a été descendu à ce moment-là. Si je vous parle de tout ça, c'est que c'est en fait le début. Quand je dis changement de paradigme, c'est que au-delà de ce que je viens de vous parler, et bien tout d'un coup, il y a ces médecins, dont Bernard Kouchner. C'est quand même étonnant que ça parte de là quand même, cette association un peu militaire et humanitaire, qui fait la création de ces fameux mouvements, d'abord de MSF en disant on arrête la neutralité et on témoigne. Et puis plus tard Médecins du Monde, et puis tout le mouvement des ONG est lancé. Et puis ce grand tournant, effectivement, est aussi sur cet abandon. C'était basé là-dessus, hein, n'est-ce pas? Sur on va plus seulement soigner, mais on va aussi témoigner. On va aussi témoigner des causes éventuelles, si on sait que, par exemple, cette famine qu'on est en train de soigner les gens dont ils sont victimes est provoquée par un gouvernement, on va le dire. Et surtout, on ne va plus attendre, et c'est le fameux principe d'ingérence qui a été dévoyé complètement à beaucoup de reprises, qui est lancé, qui était assez intéressant à l'époque, puisque les autres, comme le CICR par exemple, doivent avoir l'autorisation des gouvernements en place pour pouvoir intervenir. Et donc l'idée était, on ne va pas attendre l'autorisation des gouvernements pour intervenir, on va traverser les frontières et on va aller soigner les victimes. Et puis ce droit d'ingérence a été un peu dévoyé, comme je le dis, puisqu'il est arrivé à... Ça doit être mobilisateur de notre existence, comme l'indignation, si vous voulez, de dire « je sais qu'il y a quelqu'un qui souffre là, je ne vais pas attendre qu'on donne l'autorisation, je vais aller à son secours, je vais parler en son nom, je vais surtout le soigner ». Moi, je parle surtout en soignant, je ne suis pas un chercheur, et quand je vous parle comme ça aujourd'hui, c'est que j'essaie de transmettre un petit peu les questionnements que j'ai après plus de 30 ans dans ce milieu. Et ensuite, pourquoi il était dévoyé? Parce que, simplement, on a fait de cette ingérence dite humanitaire une ingérence politique qui est devenue une ingérence militaire. Et puis, en fait, on en arrive... Là, je me mélange un peu les trucs. Non, voilà. Et donc, je vais parler plutôt de l'illusion de l'efficacité du témoignage. Pardon, je parlerai de l'ingérence après. C'était une très belle chose de dire la Croix-Rouge soigne mais se tait. Nous, on va faire des conférences de presse. Et c'était tellement, à un moment donné, fou que le témoignage a supplanté l'action des fois qu'on avait sur le terrain. Et je me rappelle à l'époque où j'étais à l'OMS à Jérusalem, avec mon collègue Pradier, qui était un des fondateurs de Médecins du Monde, avec Kouchner. Et je m'excuse pour Pierre Micheletti, qui était l'ancien président de Médecins du Monde France. Mais on avait un peu tendance à l'époque à dire ouais, Médecins du Monde, c'est 2 semaines sur le terrain et 3 mois sur les plateaux de télévision. Et c'était un peu vrai. Parce que il y avait ce côté que le témoignage dépassait l'action, mais surtout, quand on sait très bien que lorsqu'on témoigne trop et surtout, on n'est plus entendu. Et mes amis journalistes
que je côtoyais sur le terrain me disaient, quand il y a un truc de médecin du monde, on passe à la poubelle directement, parce que sur quoi et ça a été après, tout à fait, nous avons recentré ça sur les actions qu'on faisait, sur les pays où on était et sur ce qu'on voyait. Malheureusement, on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Vous voyez bien que le témoignage a supplanté beaucoup l'action, notamment à cause de ce qu'on appelle le marketing humanitaire et l'argent. Mais est-ce que c'était très efficace? Et là, c'est là qu'on s'est cru beaucoup plus beau de ce qu'on était et que notre efficacité est très réduite. Il est clair que l'idée de dire c'est moins facile de torturer quand il n'y a pas de témoins, c'est plus facile de torturer quand il n'y a pas de témoins, c'est plus facile de créer, je ne sais pas, des famines quand il n'y a pas de témoins, oui, peut-être, et c'est pour ça qu'on reste dans certains pays aussi simplement pour être à côté de populations persécutées, pour qu'il y ait des témoins et des gens qui témoignent. Par contre, sur notre efficacité, je dirais, politique, c'est très fort. Je m'excuse de revenir sur le Rwanda, mais le Rwanda, le président d'MSF, le président de Médecins du Monde et certainement d'autres présents ont rencontré Premier ministre, président de la République en France et tout, qui annonçaient en gros le massacre et en tout cas cette catastrophe immonde qui s'est passée au Rwanda. Ça a eu, vous le savez bien, aucun effet sur malheureusement ce qui s'est passé. Le Kosovo, l'Irak, le Darfour, je parlerai de Gaza, la Syrie, le Yémen et d'autres. Donc, je pense qu'on est devenu parfois, et c'est là-dessus que je voulais vraiment peser, c'est sur le fait qu'on est parfois un alibi politique. Et que, comme j'appelle ça, on a un peu le cache-sexe de... pas la faiblesse, mais la lâcheté politique dans certains conflits. Lorsqu'on bombarde Gaza, qui c'est qu'on voit à la télévision? Les humanitaires qui parlent. Il y a très peu de politiques qui viennent témoigner sur les bombardements sur Gaza. Et là, on dit, bon, mais qu'est-ce que vous faites? Ça va pour Gaza ou pour d'autres. Mais qu'est-ce que... Ah, on a une équipe d'humanitaires sur le terrain. On a envoyé des humanitaires. On a envoyé. Et ça, je pense que c'est un dévoiement complet de l'action politique. Parce que, comme on le dit très juste pour la Suisse, qui n'est pas... J'aime pas ce mot quand on dit Suisse humanitaire. Ça n'existe pas, la Suisse humanitaire. Surtout quand on voit sa politique étrangère dans certains pays. Et surtout qu'on vend pas simplement d'armes aussi. La plaisanterie était que le CICR était le service après-vente de la Suisse. Était une plaisanterie. Mais on a souvent mis le CICR devant pour cacher, effectivement, la politique étrangère suisse, et surtout actuellement, pour ceux qui travaillent ici en Suisse, vous savez très bien, les attaques continuelles qu'il y a actuellement au Parlement pour réduire les budgets au développement. Pour moi, humanitaire et développement, on va en prendre pour le même mot, chaque fois que ça déplaît à notre droite et extrême droite qui siège au Parlement. Alors, je reviens à ce que je parlais de l'ingérence. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu un dévoiement, un glissement sémantique, je dirais, de cette notion. Comment peut-on parler d'humanitaire militaire? Comment pouvons-nous entendre ça? On l'a vu écrit. On a dit on intervient pour sauver des gens. C'est de l'humanitaire militaire. C'est un acte humanitaire. Donc, simplement l'exemple des bombardements... sur Belgrade, l'invasion de l'Irak ou l'autre. Et ça, c'est si on se rapproche de ça, si on accepte ça, on ne peut plus considérer que c'est une action humaine, je ne dirais même pas humanitaire, et c'est un scandale de mélanger évidemment ces deux notions. Mais il y a eu des dérapages aussi de notre part. Moi, j'ai vu des acteurs humanitaires, on va les appeler comme ça, sortir d'avions militaires. Et vous comprendrez bien que, parce qu'on a un copain qui est officier dans l'armée, parce que ça, et malheureusement, les gens qui sont là, on va les appeler
les habitants, qui peuvent être victimes du conflit, vont plus bien comprendre que ceux qui viennent les soigner sortent des mêmes avions que ceux qui leur tirent dessus. Et ça, pour nous, c'est quasi une ligne à ne pas franchir. Et puis, vous allez me dire, pourquoi il revient là-dessus? Parce que pour moi, c'est un moment, je dirais, cette aventure de l'Arche de Zoé, qui est extrêmement symbolique, et surtout symbolique du titre qu'on a aujourd'hui de notre journée sur colonisation, décolonisation, occidentalisation. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette expédition de pieds nickelés, je m'excuse, même si c'est plutôt Tintin au Congo, mais donc c'est une association française qui avait décidé d'exfiltrer 103 enfants à la frontière tchado-soudanaise lors du problème du Darfour, en octobre 2007. Leur but affiché était accueillir ces enfants en France pour leur offrir une meilleure vie. Derrière, il y avait l'adoption, en plus, qui était vraiment cachée. On ne sait pas très bien ce qu'a joué comme rôle le ministère des Affaires étrangères française, peut-être Rodil sait mieux que moi. Il semblerait qu'il ait un peu fermé les yeux là-dessus, parce que c'était quand même une grosse opération, avec un avion nolisé, un Boeing, et il montrait aux enfants, il faisait des exercices la nuit pour monter sur des échelles en bois, pour monter dans l'avion en vitesse. Or, on s'est aperçu que ces enfants n'étaient pas orphelins, que cette équipe de l'Arche de Zoé, cette association, avait été chercher des enfants dans les villages, en disant, en promettant aux parents qu'ils allaient les éduquer, qu'ils allaient avoir une éducation et tout ça. Et c'est lorsqu'une mère est venue réclamer son enfant, en disant j'aimerais bien qu'il rentre au village, qu'on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas orphelins. Et ils ont été dénoncés à la dernière minute par des employés tchadiens, et toute l'équipe est arrêtée. Ce qui est pour moi symbolique, c'est cette phrase que j'ai entendue. C'est que finalement, c'était pas si grave, parce que effectivement, un enfant, si on s'en fout qu'il soit orphelin ou pas, il sera quand même mieux en Suisse, en France, qu'en Afrique, au Tchad, au Soudan. C'est terrifiant comme pensée, mais c'était quand même une pensée qui était répandue. Donc ces gens-là ont été arrêtés, condamnés, je ne sais pas, mais enfin bref, ça a mal tourné. Et puis, je reviens là-dessus pour montrer combien on a une espèce d'idéologie de la victime. Je ne téléphone pas, vous en faites pas, je regarde là. Et puis, parce qu'une victime, dans l'imaginaire, c'est quelqu'un, quelque part, dans la psychologie, qui est un peu inférieur. Hein? La victime, elle reçoit des soins, elle reçoit de l'aide. Elle est à terre et nous sommes debout. Et c'est sûr que c'est déjà un pouvoir. Et je m'excuse, dans le domaine médical, il y a cet impérialisme-là régulier. Le patient, le médecin ou l'infirmière, le soignant, on va dire, a un pouvoir sur son patient. À la faculté de médecine de Montréal, nous avons monté un programme qui s'appelle le patient partenaire, qui marche tant bien que mal, parce qu'il y a encore des grands savants qui se pensent tous nobelisables dans notre faculté, qui pensent qu'ils savent tout et que le patient est là pour écouter ce qu'ils ont à dire, et qu'il ne faut surtout pas qu'ils posent de questions. Et dès le moment, je me rappelle, on avait fait une étude sur les patients qui posaient des questions, donc moi j'étais en pédiatrie, donc c'était des mamans et des papas. Ça passait vite du bon parent aux parents, ils sont chiants ceux-là, alors que simplement ils posaient des questions pour le bien de leur enfant. Je pense que si on est dans cette démarche-là, avec les gens qu'on pense aider, on a déjà perdu. Le fait est que notre boulot, ça serait effectivement de relever la victime et de redonner son autonomie et qu'il reste autonome le plus longtemps possible, on est bien d'accord, et qu'il ne reste pas dépendant de nous. La dépendance, c'est le pouvoir.
Quand vous êtes dépendant de quelqu'un, que ce soit l'argent, que ce soit affectif, que ce soit amoureux, que ce soit social, que ce soit pour votre travail, vous êtes en position, là on parlerait de victime, mais vous êtes en position de faiblesse, mesdames. Et puis, ce qui est très ennuyeux, c'est effectivement, je reviens là-dessus, oui, je m'étais primum non nocere, c'est-à-dire que quand je dis souvent, si finalement on n'est pas très efficace parfois dans les endroits où nous sommes présents, c'est pas, je pense que c'est un peu grave, mais enfin, le pire, c'est quand on devient toxique. Et parfois, on est toxique sur le terrain. Je vais prendre 2 exemples. C'est le tsunami. Pierre et moi, à l'international, à ce moment-là, on dirigeait un peu le réseau pour essayer de freiner toutes les délégations qui voulaient absolument être présentes devant les caméras au tsunami. Et c'était vraiment terrifiant, le tsunami, au niveau de ce que j'appelle l'action humanitaire. Je suis très sensible depuis à ce que j'appelle le contre-témoignage. On avait organisé à Paris, justement, le contre-témoignage avec des victimes, des rescapés du tsunami. Et un témoignage qui m'est resté était celui d'un monsieur qui disait il y a eu 3 vagues, la première, la deuxième, puis la troisième. La troisième, c'était les humanitaires, et je ne suis pas sûr que ce n'était pas la pire. C'est effectivement là, quand je parle de la toxicité, c'est qu'il y a eu un afflux d'aide, entre guillemets, qui a complètement désarçonné le pays. On a cassé l'industrie pharmaceutique en amenant beaucoup de choses. Enfin bref, ça a été assez dramatique. Il faut savoir que peu de gens, et là je suis un peu dur, peu de gens sont capables de faire de l'urgence, et je le crie souvent en Suisse, et je ne suis pas aimé pour ça. Je pense qu'il y a 1 ou 2 organisations capables en Suisse de vraiment faire de l'urgence, qui sont l'aide suisse d'action humanitaire, ça s'appelle, c'est plus de catastrophe maintenant, d'action humanitaire, et puis MSF. Sinon, je pense que, je parle de la vraie urgence, les 72 premières heures, 72 pour les Français, premières heures. D'abord, on est sauvé par les gens qui sont à côté de nous, on est soigné par les gens qui sont à côté de nous. Quand on arrive après, c'est déjà du post-urgence. Là-dessus, il faut qu'on réfléchisse bien, mais malheureusement, et c'est là un peu le côté négatif, c'est que sur le plan financier, sur le plan marketing, c'est l'urgence qui rapporte le plus d'argent. Et puis, il y a eu Haïti, nous étions là-bas depuis longtemps, lors du tremblement de terre. Nous étions là-bas avec Médecins du Monde depuis une quinzaine d'années, dans un endroit où on était seul. Et puis, on était tout seul. Et on faisait du travail de santé primaire avec les matrones et de santé publique, avec les médecins haïtiens. Quand il y a eu le tremblement de terre, je vous dis, on était seuls dans la ville où on était. 10 jours après, il y avait 153 ONG dans le truc. Donc là, il y a un côté on est dans la compassion, on est dans l'émotion, et donc on veut tous y aller. Et puis ça, c'est le grand problème de l'expertise. Et comme je vous dis, déjà, si on ne fait pas grand-chose, c'est pas si grave, mais si on est toxique et qu'on casse même un système de santé, je ne dirais pas en Haïti parce qu'il n'y en a pas, mais on est très responsable. Et puis, quand je suis revenu là-dessus, sur cette idéologie de la victime, je dis comment faire. Puis j'ai relu Hannah Arendt. C'était très intéressant de montrer sur la fameuse, vous connaissez certainement cette grande dame qui a fait beaucoup de travail sur la banalité du mal, en fait, et sur cette phrase qui disait que le lien entre la pitié et la terreur est à démontrer que le premier peut facilement entraîner la seconde. Monsieur Ronny, je l'ai mis avant que tu viennes, cette phrase, dans d'autres de mes conférences. Et voilà, donc je vous laisse lire la phrase de Ronny. Les actions de l'Arche de Zoé et l'invasion de l'Irak ne sont pas radicalement opposées puisque les 2 événements illustrent la même mesure de bonté. Bon, ben voilà. On dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est un de mes maîtres de philosophie. J'ai essayé de concevoir quelque chose moi-même pour être, je dirais, honnête, éthique, parce que malheureusement, je me suis aperçu que
Dans beaucoup d'ONG ou dans beaucoup d'autres choses que des ONG qui disent faire de l'humanitaire, on sait mieux ce qui est bon pour ceux qu'on veut aider. Je l'entends encore dans plusieurs endroits où je travaille. Et je pense que les 4 questions que je me disais avant de commencer un projet, par exemple, c'est posez-vous ces questions. Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose, d'abord? Est-ce qu'on vous a demandé quelque chose? On va intervenir là, on va intervenir là. Non. Deuxième question, très importante. Je le dis parce que je travaille, moi, en Afrique, sur les soins palliatifs pédiatriques, au Bénin, au Congo et au Cameroun, et je travaille avec des équipes magnifiques locales, donc des médecins et des infirmières. Puis c'est vrai, est-ce que tu seras attendu quand on te demande quelque chose? Deuxièmement, est-ce que tu seras accompagné dans ce projet que tu veux faire là-bas? Et surtout la dernière, la plus importante, comment tu vas sortir de là? Même avant de commencer, il faut savoir comment tu vas, que ce projet que tu veux faire avec tes amis, collègues, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, où vous voulez, soit pérenne. On ne sait pas si ça peut être pérenne, on ne peut jamais savoir. Mais au moins que tu leur laisses une autonomisation après, financière et de fonctionnement. Et ça, c'est pas simple. Parce que le financement, c'est le pouvoir. Je m'excuse de le dire. Et encore, malheureusement, quoi qu'on veuille faire, on peut bien avoir des équipes locales, comme on a africaines. On peut même mettre des dirigeants de nos missions du pays, qui soient africaines, asiatiques, sud-américains et tout. L'argent reste ce qui va décider pour l'avenir du projet. Et les décisions sont malheureusement souvent encore prises, on va dire en Occident, dans le Nord. Et c'est la grande question. Pour moi, c'est la grande question. On s'est trompé, on a eu des échecs également. On a eu des échecs aussi, il faut le savoir. Financé des éléphants blancs, nous avons financé des projets où il n'y avait personne, j'en ai dirigé moi-même. Oui, c'est possible. C'est possible. Les compétences sont là. Et Francis, c'est pas pour toi que je dis ça, mais je pense que tu auras à nous dire plein de choses là-dessus. Écoute, et pour moi, ce qui est embêtant maintenant, quand je parle d'argent, pour l'autonomisation des projets dans le sud, j'aime pas le sud, sur le pays qu'on veut aider, c'est ce fameux marketing basé sur l'émotion. Je suis navré, mais la compassion devient la base de la perception. Mais la perception, ce n'est pas la réalité. Malheureusement, que ce soit les médias, que ce soit les organisations humanitaires, on joue énormément sur la perception. Ça, c'est pas respecter les gens qu'on veut aider non plus. Je vais donner un exemple. Pierre, qui va parler tout à l'heure, crée une bulle, qui est l'ancien grand patron de l'UNRWA, me disait l'autre jour, je le dis avant qu'il m'entende, imagine les images qu'on a vues l'autre jour, des grands-mamans en Ukraine qui préparaient des cocktails Molotov. Ça au téléjournal, tout le monde a trouvé ça exceptionnel. Ça, c'est des résistantes. Imagine la même chose en Nablus, ce sont des adolescents palestiniens qui font ça. Ça va passer pour des terroristes. C'est le même acte, mais vu dans des contextes extrêmement différents. Et donc, il y a le fait que les bailleurs, souvent, choisissent les victimes, et ça, c'est insupportable, puisque beaucoup, dans ceux qui travaillent dans les ONG ou ailleurs, sont souvent soumis à des contraintes économiques qui disent « Ah, ECHO a lancé un projet là-dessus. Ah, la DDC a lancé un projet là-dessus. Ah, l'UNICEF a lancé un projet là-dessus. On va postuler là-dessus pour les financements. » Non, mais tu as l'expertise, tu as les gens. Non, mais on travaille là-dessus. Oui, mais ils ne financent pas ça. Et donc, pour moi, c'est un des grands problèmes. Puis, j'en suis une victime, pas moi personnellement, mais de mes projets.
je fais un petit appel, les projets de soins palliatifs pédiatriques ne trouvent pas d'argent. C'est extraordinaire parce qu'on rentre dans aucune case. Soins palliatifs pédiatriques, qu'est-ce que vous allez faire ça? Les enfants qui meurent, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire? Par contre, vous allez trouver sur d'autres choses parce que telle institution va lancer un projet là-dessus. Intéressant de voir, par exemple, on aura la directrice de la chaîne du bonheur qui va nous rejoindre. Les grands succès de la chaîne du bonheur, c'est quoi? C'était le tsunami, c'était en Suisse, des éboulements, je ne sais plus, c'était dans le Valais, et puis c'est la guerre en Ukraine, qui en quelques jours a fait plus de 150 millions, alors que là, ils rament pour avoir un peu d'argent pour le Pakistan. C'est intéressant de montrer combien... Tsunami, c'était exceptionnel. Bon, le tsunami, c'est normal. Il y avait des Suisses qui étaient sur la plage à Pattaya. Il y en a beaucoup moins sur les plages de Gaza, je peux vous dire. Mais il y a eu ça. Il y a ce sentiment. C'était juste après Noël. Donc, tout est joué sur l'émotionnel. Mais il faut, à nous, en tout cas aux acteurs, de ne pas tomber là-dedans et de se battre, effectivement, pour, je dirais... les vrais besoins, je ne sais pas ce que c'est les vrais besoins, mais en tout cas, si vous avez des demandes, qu'elles puissent être financées. Et puis, il y a une chose qui est très intéressante, je terminerai là-dessus, c'est l'exemple de l'OMS, je vous l'ai donné, hein, où à l'époque où j'avais fait un projet de santé mentale pour les enfants dans les territoires occupés. L'ambassadeur suisse à Genève m'avait dit « Vous n'avez aucune chance ». La sortie des groupes de bailleurs, il y avait des trucs de bailleurs, des réunions de bailleurs. Il y a l'ambassadeur américain qui vient et qui dit « Alors on ne met pas $1 sur ce projet, s'il vous plaît ». Et donc on ne pouvait pas le financer. Pourquoi? Parce que l'OMS est financée par les États, et le gros bailleur est les États-Unis. Et donc on ne va pas se fâcher. Donc si vous êtes dans une région qui pourrait fâcher les États-Unis, vous ne ferez rien. Et c'est ce qu'on nous demandait après Adi et moi, c'est de ne rien faire. C'est de rester à l'American Colony, à la piscine, et d'aller serrer les mains à des consuls. Et puis, je terminerai là-dessus, on ne doit jamais, normalement, mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, se substituer à l'État. Quand il en existe un, on est d'accord. Et il y a certaines ONG qui, effectivement, se substituent à l'État dans beaucoup de pays. Effectivement, la faiblesse de l'État est inversement proportionnelle au pouvoir des ONG sur un pays. Alors, je prends l'exemple le plus typique qu'est Haïti. Là, on ne peut pas critiquer beaucoup parce qu'il n'y a pas d'État. Et c'est pour ça que le 98 à 95 à 98% des soins de santé en Haïti sont prodigués par des ONG. Alors, dans un État, un pays, ce n'est pas normal, on est bien d'accord, mais là, c'est lié à la faiblesse de l'État haïtien qui est inexistant. Ça permet effectivement au privé et toutes sortes d'ONG. Moi, j'ai tout vu débarquer en Haïti. Hein. Les scientologues, on a tout ce qu'on a vu, et qui prennent pouvoir sur les populations, et là, effectivement, qui les mettent en position de dépendance, parce qu'il n'y a pas autre chose. Un autre exemple que je trouve intéressant, que je voulais citer et je terminerai là-dessus, c'est la réaction qu'on a eue, ou que plusieurs personnes ont eue, lors du tsunami. L'Inde a refusé l'aide. La Croix-Rouge indienne a dit « ça va bien, on gère ». Et j'entendais des gens qui disaient « mais ils se prennent pour qui? Nous, on veut les aider. » Ils refusent. Et nous, on disait « c'est fantastique qu'un pays puisse dire « on a les moyens ». Puis ce n'était pas une question de cacher quelque chose, comme si les Chinois nous disent « venez pas », on comprendra qu'ils ne veulent pas qu'on voit ce qu'il y a là-bas. Mais je veux dire, là, c'était en Inde et c'était plutôt positif. Et voilà. Et le dernier exemple, c'est j'étais il y a quelques mois à Kinshasa, et puis on me dit il y a un membre du ministère qui veut te voir. Alors je vais voir ce monsieur qui me dit j'ai appris que vous étiez dans la ville, et je voulais vous parler d'un projet que nous avons avec le Premier ministre sur la gestion des flux et des projets des organisations humanitaires en RDC. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai dit, mais
C'est extraordinaire. Si vous ne gardez pas l'argent au ministère, c'est fantastique. Et je suis prêt à vous aider s'il faut pour avoir un organisme qui coordonne. Parce que ce qui s'est passé en Haïti, vous le savez bien, c'est la non-coordination de l'aide. Il n'y a personne qui dirigeait. Et c'était la catastrophe des secours. Mais la réaction, quand je suis revenu, plusieurs ONG m'ont dit non, c'est affreux, imagine-toi, ils vont nous contrôler, ils vont nous prendre des pourcentages sur l'argent qui rentre au Congo et tout ça. Tout de suite, la réaction était effectivement ah non, on veut rester libre de faire ce qu'on veut ici. Mais je prends toujours l'exemple idiot de dire il y a une équipe qui vient ici en Suisse, qui vient dans le beau jardin anglais, Nicole, qu'on a ici à 300 mètres. Ils montent un hôpital de tentes pour soigner ceux qui n'auraient pas de soins, possibilité d'accès aux soins dans le canton de Neuchâtel, qui commencent à faire des opérations et tout. Qu'est-ce qu'on dirait? Mais franchement, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, ils font quoi? Je veux dire, il y a des règles, il y a des règlements, il y a des... On peut pas faire ça. Il y a des autorisations. Souvent, on est vexé quand on nous demande des autorisations parce que on ne critique pas l'aide et la bonté. Je vous remercie.